Bienvenue à vous. Moi, c'est Gilbert, je suis développeur Java et j'implémente le protocole dont on va parler aujourd'hui en Java. On va donc parler d'OpenID for Verifiable Presentation. C'est OID4VP, donc pour la vélotypie, je vais raccourcir en disant OID for VP, donc pour la suite du talk. Donc, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir prouver ce qu'il faut sans rien révéler d'autre. Je vous explique. Je vais vous demander d'imaginer Alice, un vendredi soir, vers 22h, qui veut commander 2 bouteilles de vin. Pour prouver qu'elle a plus de 18 ans, parce que l'alcool en ligne, c'est réglementé, la plupart des sites vont lui demander une preuve d'identité, ou une preuve de majorité en tout cas. Et pour ça, pour envoyer cette preuve de majorité, Alice doit envoyer donc sa pièce d'identité. Et là, la question qu'on doit se poser tous, c'est est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut savoir? En fait, ce qu'on veut nous envoyer, c'est que Alice a la majorité. On ne veut pas vérifier quelle est l'identité d'Alice. Donc, un booléen. Alors, comment ça marche aujourd'hui? Alice a un document d'identité, donc émis par les services de l'État. Lorsqu'elle doit prouver quelque chose à partir de cette pièce-là, les marchands vont lui demander, pour vérifier l'information sur la pièce, de transmettre la pièce. Et ils vont ensuite, pour vérifier les informations de la pièce, devoir contacter ou les services de l'État ou des services tiers pour vérifier que les informations de la pièce sont exactes. Et ça veut dire deux choses, et ces deux choses sont toutes les deux problématiques. Déjà, de 1, le marchand a accès à la pièce. Il voit toutes les informations d'Alice. Donc, son nom, sa date de naissance exacte, l'adresse, le lieu de naissance. Et deuxièmement, on a les services tiers donc, qui sont au courant des habitudes d'Alice. Elle aime bien boire du vin vers 22h. On a donc 2 fuites d'informations pour une seule transaction. Si je devais le dire autrement, imaginez que vous alliez à la buvette du bar lors d'un match au stade Pierre-Mauroy et que le barman prenait votre carte d'identité, il la photocopie, recto verso. Alors, je ne vous dis pas l'état d'esprit dans la queue. Et il appelle la préfecture pour vérifier que votre pièce est vraie. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Et pourtant, c'est comme ça que sont conçus les systèmes en ligne aujourd'hui, de façon caricaturale. OID for VP propose de couper ce lien. On retrouve donc nos 3 acteurs, mais cette fois, Alice devient le point de contact unique. Une fois qu'elle obtient sa donnée d'identité, donc dans son portefeuille, elle n'a plus qu'à présenter l'information au marchand. Et le marchand donc, peut vérifier localement, sans avoir à accéder à quelque service que ce soit, que la pièce est bien vraie ou que l'information, en tout cas, est vraie. Et pour ça, le marchand va s'appuyer sur de la cryptographie pour vérifier ces informations. Donc concrètement, comment ça marche? Alors, Alice va donc obtenir sa pièce d'identité des services de l'État. Aujourd'hui, c'est France Identité qui s'en occupe. Et ce qu'elle reçoit, c'est un fichier, c'est pas un fichier PDF, c'est une donnée cryptographique qui tient dans son portefeuille qu'on appelle un PID, ou Personal Identification Data. Alors, on va s'imaginer maintenant que Alice va procéder au paiement. Là va commencer le vrai protocole. La boutique va envoyer une URL au portefeuille d'Alice. Donc typiquement, ça va être un QR code qui va s'afficher sur son écran d'ordinateur. Et ce QR code, en fait, c'est une URL courte qui contient 2 informations. Il y a le client ID, donc qui demande la preuve vérifiable, c'est la boutique de vin, dans notre cas, et le request query, c'est où est-ce qu'on va aller chercher la requête complète. Pourquoi je parle de requête complète? En fait, la requête complète est très grosse. Et si on devait en faire un QR code, en fait, on aurait juste un carré noir. Donc, pour pouvoir avoir le QR code, on divise la requête en 2 parties. On a une petite partie, donc l'URL courte, et on a la requête complète qu'on peut aller chercher à partir du request query. Et ce pattern-là s'appelle JAR, pour ceux que ça intéresse, c'est le JWT Authorization Request. Alors, le portefeuille d'Alice va donc aller chercher la vraie requête comme on l'a dit. Il va donc récupérer un JWT signé
par la boutique. Je vous laisse regarder ce qu'il contient attentivement. On va revenir sur chacun des éléments plus tard. Et surtout, le response type, c'est le VP token, donc la preuve vérifiable. Et on a le response mode, donc le portefeuille devra répondre en faisant un post sur l'URL qui est le response query. On a le DCQL query, qui est le langage en fait à travers lequel on interroge le portefeuille. Et c'est une liste des champs qu'on demande à Alice. Dans notre cas, donc, on lui demande juste sa majorité, c'est-à-dire le champ age over 18, qui doit nous retourner un booléen. On a le nonce, c'est le client ID, qui, eux, nous servent en fait à lier la présentation à la session qui est en cours. Alors, quand je dis présentation, je parle de la présentation qu'Alice va envoyer. Donc, on attend juste un booléen dans cette présentation-là. Donc, le portefeuille va vérifier la signature. Il faut que ça corresponde au client ID, c'est la boutique de vin, donc on doit s'assurer qu'on communique bien avec la boutique de vin et qu'on ne va pas recevoir une présentation d'un tiers malveillant. Alors, maintenant, le portefeuille va afficher à Alice clairement ce qui est demandé. Là, on a une ligne verte avec juste prouver que vous avez plus de 18 ans, c'est tout. Donc, pour commander son vin un vendredi soir à 22h, on se doute que Alice ne va pas se laisser intimider par la demande d'un booléen. Donc, elle accepte de partager cette information-là. Et là, le portefeuille construit et envoie ce qu'on appelle un VP token. Donc, pour comprendre, on va remonter un tout petit peu. Quelques slides plus tôt, je vous ai parlé du PID, le Personal Identification Data. Alors, dans ce PID, pour créer ce PID-là, ou en tout cas dans ce PID, on retrouve deux tableaux qui nous intéressent. Le premier tableau, c'est le tableau des disclosures. C'est quoi un disclosure? Quand vous prenez votre pièce d'identité, en fait, vous avez un certain nombre de champs. Pour chaque champ, on va créer donc un objet qui est juste libellé du champ, plus la valeur du champ, donc par exemple, nom Dupont, prénom Alice. Et on va rajouter un peu de sel par-dessus. C'est le nom technique, c'est vraiment celle. Je ne l'ai pas inventé. Et on a donc le deuxième tableau ensuite qui nous intéresse, c'est le issuer JWT. Et pour celui-là, pour le construire en fait à partir des disclosures. Donc, maintenant, je vais parler de champs, mais quand je dis champ, entendez disclosure. Donc pour chaque champ de notre pièce, on va calculer un hash à partir des valeurs du champ. Et c'est l'émetteur, donc les services de l'État, qui vont calculer ce hash-là. Et ils vont signer pour chaque champ les hashes. Et c'est ce tableau-là, ils vont l'envoyer aussi avec le PID. Alors, il y a un truc important à savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, le hash, en fait, pour le calculer, on utilise une fonction qui, à partir du champ, nous permet de retrouver, à partir des champs, nous permet de retrouver les valeurs. Mais quand on part du hash, on ne peut pas remonter au champ. Et c'est très important parce qu'en fait, le tableau, là, le issuer JWT, Alice va le transmettre à chaque transaction quand elle veut faire une preuve vérifiable. Maintenant, regardons ce que le VP token, en tout cas le VP token qui va être envoyé. C'est un JWT. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un JWT, c'est une suite de caractères illisibles. Mais dans notre cas, en fait, on va remplacer les points. Dans le JWT, les blocs sont séparés par des points. Dans notre cas, ça va être séparé par des tildes, tout simplement. Et dedans, on retrouve 3 blocs. On retrouve le issuer JWT dont je vous ai parlé, donc le tableau qu'Alice doit envoyer à chaque transaction. On retrouve ensuite le disclosure, et ça, ce sont les champs du coup que Alice accepte de partager. Et enfin, on a une troisième partie, le key binding JWT, et Alice signe ce key binding JWT pour que le marchand puisse s'assurer qu'en fait, il est en train d'échanger bien avec Alice et que ce n'est pas quelqu'un qui usurpe l'identité d'Alice qui est en train d'envoyer la présentation. Donc, le format que je vous ai présenté s'appelle le SDJWT, pour Selective Disclosure JWT. Et comme vous le voyez, en fait, on dit Selective Disclosure parce qu'on choisit de façon sélective quelles sont les informations qu'on va envoyer, les informations claires. Et on ne dévoile pas les autres informations, du coup. La boutique reçoit donc un VP token. Et maintenant, elle va pouvoir vérifier, comme on l'a dit, seule, sans faire d'appel à un service tiers. Alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'elle arrive à vérifier cette information?
Pour chaque disclosure qu'elle va recevoir, en fait, elle va recalculer le hash avec la fonction dont on a parlé. Et quand elle recalcule le hash, il lui suffit juste de comparer le hash avec le hash qu'elle a dans le issuer JWT. S'il y a une correspondance dans le issuer JWT, ça veut dire qu'à un moment donné, l'autorité de confiance qui a signé le issuer JWT a bien validé que cette information-là est vraie. Alors, elle va ensuite vérifier la signature, donc, de l'autorité de confiance, et après, elle va vérifier le key binding JWT. Comme on l'a dit, il faut s'assurer que c'est bien Alice qui envoie la pièce et que ce n'est pas un tiers malveillant qui est en train d'envoyer la présentation. Et il y a donc un petit piège. Sur ce que Alice n'a pas partagé, on a quand même envoyé des champs, on a envoyé un nombre de hash à partir desquels on peut déterminer la pièce qui a fourni cette information. Donc, par exemple, pour une pièce d'identité, on a un certain nombre de champs et on peut dire « Ah ben là, c'est une pièce d'identité, là, c'est un passeport ». Et en fait, il existe une méthode qui permet de cacher les champs. En fait, on rajoute des faux champs derrière. Et avec ça, un attaquant quelconque ne pourra pas retrouver de quelle pièce il s'agit. Et cette méthode s'appelle le decoy cryptographique. Pour ceux que ça intéresse, il y aura les informations dans les notes. Alors, la vérification, donc, elle passe. Si c'est OK, Alice reçoit la confirmation, elle finalise la commande et le 20 part à Lille. Maintenant, je vais vous montrer tout ça en vrai. Vous allez voir les différents objets échangés pendant que Alice manipule en fait son portefeuille. Alors, là d'abord, je vais générer donc le QR code qu'on va envoyer à Alice. Comme vous pouvez le voir, on va choisir pour la présentation le Age over 18. Et je génère le QR code. Donc, je vous montre là, sur la gauche, l'URL courte dont je parlais. Et on a le client ID et le request URI qui se trouve là. Maintenant, je vais scanner ce QR code-là. Avec mon portefeuille, j'utilise Paradigm Wallet. Et donc, là, mon portefeuille, il affiche actuellement ce qu'il a reçu à partir de l'Authorization Request qu'on voit sur la gauche. Et vous retrouvez les éléments dont je vous ai parlé, donc le client ID, le nonce, et vous avez le DSQL query, la partie qui nous intéresse, et on envoie bien le age over 18 au portefeuille. Donc au niveau du portefeuille, moi j'accepte l'autorité, l'entité qui... Et à partir d'ici, on a donc la pièce à partir de laquelle c'est tiré et le champ. Alors, on voit bien que je vais envoyer juste oui, j'ai la majorité. Donc je continue, j'accepte de partager. Comme vous pouvez le voir, mon portefeuille est ultra sécurisé. Et donc sur la gauche, vous voyez ce que j'appelle une présentation depuis tout à l'heure. En fait, c'est un objet JSON. Et dedans, on va retrouver un certain nombre d'éléments. Mais celui qui nous intéresse, c'est le Age over 18. Et là, on voit que le portefeuille nous a bien renvoyé true. Et on n'a pas eu les autres champs. Alors, sur les autres champs qui ont été cachés, on voit que c'est cryptographiquement caché. Là, moi, en tant que commerçant, par exemple, je n'ai pas eu les autres champs. Et ce n'est pas juste une promesse ou une politique de confidentialité ou une règle que les commerçants, les marchands doivent appliquer. Non, là, c'est vraiment cryptographiquement. Quand on vous dit que cette information n'est pas transmise, elle ne l'est pas. Alors, pendant que je préparais la présentation donc, pour le STI Tremplin, en avril 2026, la Commission européenne a annoncé une application de preuve d'âge qui utilise l'architecture OID4VP. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est plus un sujet de laboratoire.
C'est plus juste une spec quelconque. Il y a vraiment une application aujourd'hui, et pour ceux qui ont France Identité, vous l'utilisez déjà peut-être quand vous partagez des informations à vérifier. Et en France, l'Arcom avait déjà exigé en 2024 de la part des sites de vérifier, qui doivent vérifier l'âge, de le faire sans collecter les informations des utilisateurs. Et en fait, finalement, c'est un peu OID for VP. Et en février, donc, il y a eu des implémentations donc, de cette preuve au niveau de France Identité pour, qui utilise le OID for VP. Dernier exemple plus large, lors des JO de Paris, le projet ENOA-X, si certains le connaissent, c'est en fait un écosystème sur la mobilité, transport, tourisme, et il a été utilisé pour coordonner les aéroports de Paris, Air France, la SNCF et les autres acteurs autour de l'arrivée des délégations. C'est ce genre de problème que Gaia-X, donc qui est une initiative européenne, permet de cadrer. Et pour identifier qui se connecte et à quel droit il a dans cet écosystème-là, le Trust Framework Gaia-X utilise OID for VP. C'est dans la même mécanique que Alice et son caviste. Là, c'est juste transposé en fait à des services qui parlent entre eux. Donc, pour conclure, nous avons vérifié la majorité d'Alice et nous n'avons rien collecté d'autre. Alice, elle n'a pas eu à révéler les informations et surtout pas son lieu de naissance pour acheter du vin. Il n'y a personne qui fait ça. Et le marchand a reçu un booléen, donc, comme on l'a vu. Ici, vous allez retrouver donc le QR code pour les informations, ceux qui veulent essayer chez eux, et aussi le lien vers l'open feedback si vous voulez me partager ce qui vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous, merci au DevLeadership Tremplin.